Eh bien bonsoir et bienvenue. Merci d'être là, merci d'être venu à l'heure à cette conférence, à ce Café des Sciences, dans le cadre de la Fête de la Science. Nous avons dû attendre l'arrivée de l'un de nos invités, monsieur Bruno Apouillou. Il revient de Grand Santi, on le sait, le territoire, il est vaste et parfois c'est un peu compliqué. Figurez-vous qu'il est revenu en hélicoptère spécialement pour nous ce soir. Et que le plus dur, eh bien, finalement, c'est d'arriver, de faire le petit bout qui manquait entre l'héliport et ici. Malheureusement, la ville de Cayenne n'est pas encore équipée d'un héliport. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier la ville de Cayenne qui a accepté de nous mettre ce beau lieu à disposition pour ce Café des Sciences. Le lieu est magnifique, vous ne trouvez pas ? Voilà, donc on y est bien. Et je pense que nous passerons un moment agréable autour d'une thématique intitulée « Intelligence ». Auparavant, il me semble qu'il est opportun de saluer le travail de préparation réalisé par Alizé Valli, je veux vous applaudir bien fort, qui, pas pour cette fois-ci, mais à chaque fois qu'il y a un Café des Sciences, eh bien, elle fait tout pour que les choses se passent bien, pour contacter les invités, faire les préparatifs. Et elle n'est pas seule, puisqu'il y a une équipe également avec elle à la Canopée des Sciences. Je vous demande d'applaudir également. Oui, monsieur Pelletier, on va l'applaudir bien fort également, puisque tout cela sera enregistré de telle sorte que ceux qui n'ont pas pu se déplacer puissent trouver des traces aux archives avec les enregistrements opérés par la Canopée des Sciences. Je vous invite donc tout de suite à découvrir notre panel pour ce soir. Dialogue et complémentarité entre les savoirs vers une intelligence plurielle de la santé. Longtemps, on a pensé que l'intelligence était une affaire uniquement liée à l'humain, puis on se rend compte que finalement, eh bien, l'intelligence artificielle a fait son apparition et que dans l'innovation aujourd'hui, il faut intégrer la notion d'intelligence. Et ce soir, nous allons, autour de cette thématique, échanger, discuter. Dans un premier temps, les trois panélistes vont discuter autour de problématiques qui ont été retenues. Et ensuite, nous ouvrirons les questions. Vous pourrez poser autant de questions que vous voudrez et ils seront disposés à vous répondre. Nous allons faire un petit tour d'horizon avec Frédégonde Abou, qui est médecin infectiologue. Dites-nous en plus, qu'est-ce que vous faites dans votre secteur d'activité ? Alors bonsoir, oui, donc je suis médecin infectiologue, initialement formée en santé publique et médecine sociale, et je travaille donc dans le service de maladies infectieuses du CHU Guyane maintenant depuis juin. Et enfin, je travaille depuis 5 ans, mais CHU Guyane depuis juin. Et donc mon activité, elle a plusieurs axes. À la fois, je fais du soin, donc je prends en charge des patients, que ce soit en ambulatoire ou sur les secteurs hospitaliers. Et aussi, j'ai une activité de recherche, donc plutôt pour essayer de comprendre un peu les mécanismes des pathologies, etc. Et aussi d'enseignement aux plus jeunes et aux différents professionnels de santé. Est-ce que vous entendez bien nos intervenants ? Bien, bien. Merci beaucoup, merci. Nous allons découvrir maintenant le directeur de la direction Innovation, Recherche et Développement numérique à la CTG, Marc Sagne. Bonsoir, bienvenue Marc Sagne. Oui, bonsoir, merci. Ma fonction à la CTG, c'est une direction avec 3 volets, innovation, recherche et développement numérique. Et bien sûr, il y a souvent des passerelles entre les trois volets. Et donc, alors la CTG s'occupe, enfin, dans ma direction, surtout des infrastructures numériques. On va en parler tout à l'heure. Alors qu'il y a un autre service qui s'occupe des équipements numériques à l'intérieur de la collectivité. Et pour l'innovation, on accompagne essentiellement les entreprises innovantes. Et pour la recherche, les organismes de recherche, avec comme axe central l'Université de Guyane. Alors pour la santé, initialement nous avons préparé avec Madame Ratier, qui est votre collaboratrice au sein de la CTG. Comment la CTG couvre le territoire en matière d'innovation sur le plan de la santé ? Alors, l'approche santé est à 2 volets. Il y a le volet recherche. Donc on accompagne l'université et différents organismes de recherche, notamment l'Institut Pasteur, sur des programmes de recherche, stricto sensus. Et par rapport au numérique, nous sommes en relation étroite avec l'ARS et les centres de santé qui sont en zone isolée, qui ont besoin de connexion, non seulement connexion au débit, avec une certaine sécurité dans la pérennité du service. Et donc là, le sujet principal avec l'ARS en ce moment, c'est la carte de santé qui va être développée. Et donc, on est en train de discuter de data center, etc. Voilà le lien santé avec l'innovation et le numérique. Merci beaucoup, Marc Sagne. Bruno Apouillou est chef coutumier du village Bonny de Kourou, ancien président du Grand Conseil coutumier. Bonsoir, Bruno Apouillou. Bonsoir. Et bienvenue à Cayenne.
Je m'excuse de mon retard. C'est par mes fonctions du Grand Conseil coutumier, j'ai pu me déplacer aujourd'hui pour une amélioration du chenal de fleuve du fait de mon retard. Je m'excuse. Alors, je suis Bruno Apouyou, chef coutumier du village Boni de Kourou, vice-président du Grand Conseil coutumier, vice-président de l'association Libinawan. Je suis au conseil de surveillance des CHU. Je vais m'arrêter là. Et président de l'association Mayuka. Justement, on essaye de trouver comment soigner les gens par les plantes pour qu'ils arrêtent la drogue. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans un instant, nous allons commencer notre conférence, mais puisque je vois que le président Alain Cyril nous a rejoint et que c'est la fête des sciences, eh bien, je vais lui demander de venir nous faire un petit mot d'ouverture officiel de ce Café des sciences. Bonsoir et bienvenue Alain Cyril. Merci, bonsoir. Peut-être d'abord saluer notre ambassadrice, Mariana. Viens. Vous dire combien nous sommes heureux de partager un tel moment de savoir avec d'éminences grises qui sont avec nous. La fête de la science est un temps important de partage. Canopée des sciences a ce rôle que de promouvoir, diffuser, mais surtout partager les sciences. Ce Café des sciences en forme de table ronde et donc justement pas seulement le fait de diffuser, c'est surtout un temps de partage où sur la base de nos éminents sachants, nous allons partager, débattre avec nous autres, avec nos savoirs à nous, nos croyances, nos pensées, nos idées. Et puis, Mariana nous accompagne cette année sur ce thème qui est les intelligences. Je veux rappeler combien il est important pour nous que de diffuser ces savoirs. Souvent, trop souvent, de nombreuses connaissances côtoient nombre de nos populations, nombre de nos jeunes qui n'osent pas venir apprendre de ces savoirs. Il est donc important pour nous que de nous diriger vers nos concitoyens, jeunes, moins jeunes, pour leur amener ces connaissances, ces données et partager avec eux nos intelligences. Bonsoir tout le monde. Je regrette qu'il y ait une grande salle comme ça et que ça soit plein. Hein. Il faut envoyer des textos à vos amis. On a encore le temps. C'est jusqu'à quelle heure ce soir? 20h. Bon. Il faudrait essayer de ramener le monde. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt, je ne sais pas, après le boulot. Bon, ça va peut-être pas tarder. On garde l'optimisme. Mais je pense que le sujet, il est super. Il y a beaucoup de choses à dire sur les intelligences. On a vu que les notions étaient plurielles, l'intelligence du vivant, l'intelligence économique, l'intelligence sociale, l'intelligence humaine, numérique, l'intelligence artificielle. Donc on a vu un petit peu toutes les thématiques durant ces événements qui ne sont pas finis, qui se déroulent jusqu'au 13 octobre. Et c'est vraiment sur toute la Guyane. Donc le Café des sciences, c'est vraiment important parce que c'est un moment de partage, de table ronde avec des sachants. Et effectivement, on aurait souhaité que ça soit un peu plus... ça ramène un peu plus de monde, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sont là, ils vont en profiter pleinement et puis le débat va pouvoir être riche. Voilà. Donc merci beaucoup à vous d'être là. Merci beaucoup. Donc, la santé en Guyane est traversée par de multiples intelligences traditionnelles, scientifiques, technologiques, qui coexistent et parfois se confrontent. Aujourd'hui, nous allons discuter de leur complémentarité. Et nous allons tout de suite démarrer avec un volet consacré à l'expression en santé, choix et croyances personnelles. Donc je vais faire un petit tour d'horizon avec vous, en commençant par Marc Sagne. Pour vous, qu'est-ce que la santé et comment vous pourriez la définir selon votre domaine d'expertise? Alors comme j'expliquais tout à l'heure, nous avons deux approches. De manière globale, nous tentons de rendre plus performant l'écosystème innovation-recherche. Et donc l'innovation-recherche balaye un peu tous les domaines, et en particulier au niveau de la santé,
Il s'agit de faire travailler ensemble les différents acteurs du territoire, qu'ils aient une intervention complémentaire les uns des autres, mais aussi savoir intégrer les savoirs et l'expertise des pays voisins. Parce que souvent on est tourné vers l'Hexagone et on oublie que dans les pays voisins, il y a des choses qui se font, souvent intéressantes, avec peu de moyens par moment. Et donc, il y a cette ouverture qui est aussi très intéressante pour nous, parce qu'on partage les mêmes problématiques, notamment au milieu amazonien. Et donc, il y a ce travail de multiterritorialité sur lequel on est en train de développer des programmes d'action. Alors, Monsieur Bruno Apouyou, avec le recul, votre expérience, qu'est-ce que vous mettriez sous ce mot santé? Quand on vous dit santé, ça évoque quoi pour vous? Vous avez un micro juste à côté de vous. Alors, pour moi, la santé est plusieurs facteurs. Un facteur est en santé physique. La santé, c'est d'être bien dans sa tête. La santé, c'est d'avoir du travail, de bien se loger, bien se nourrir. Tout ça, c'est la santé. Parce que si nous n'avons pas tout ça, nous ne pouvons pas être bien pour aller travailler. Donc, et donc, on fait tout ça uniquement pour aller travailler? Non seulement pour aller travailler, mais pour vivre en société, il faut tout ça. Si vous n'avez pas tout ça, ça crée des ordres pour vivre en société. Donc, la santé, ce n'est pas uniquement la santé physique. Et il faut tous ces bien-être autour de la santé pour que nous puissions vivre en société et vivre bien. Vous avez été grand chef coutumier, vous assumez encore des fonctions dans ce sens, vous accordez beaucoup d'importance à la tradition, à la transmission de ces traditions. Dans cet environnement-là, à quel moment dans la vie d'un homme on commence à manifester l'importance de la santé, à lui communiquer l'importance de prendre soin de soi? Alors, la santé, c'est quelque chose, depuis que les parents portent un enfant, on prend en compte sa santé. Parce qu'un enfant qui n'est pas né en bonne santé ne pourra pas faire partie de la société normalement. Donc la santé, c'est depuis votre naissance qu'on prend. En tout cas, chez nous, c'est depuis la naissance qu'on prend en compte la santé de l'enfant. Enfin, la santé de la personne qui est née, qui va devenir adulte, depuis là, on prend en compte depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il est pris en compte, il est pris en charge pour sa santé. Que ce soit spirituel, physique, mental, etc., il est pris en compte. Merci. Par le prisme de la médecine, on va aborder tout à l'heure la médecine alternative, mais la médecine, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision, votre perception, Frédéric Gondabou? Oui. Alors, avant de donner ma perception, je vais donner celle de l'OMS. Donc l'OMS définit la santé comme, finalement ça rejoint ce qui a été dit par mes deux confrères ici. Donc elle définit la santé par le bien-être total au niveau de la santé mentale, la santé physique et la santé sociale. Et ça ne signifie pas ça ne signifie pas l'absence de maladie. Donc en pratique, c'est une définition très très large. Alors moi en tant que médecin, je suis baignée dans la santé tous les jours, même quand je ne travaille pas. Mais la santé, du coup, c'est vraiment du quotidien. Ce qu'on voit le plus et ce qui est représenté le plus, ça reste les maladies. Mais les plus grands axes qui tournent autour de la santé sont quand même autour de la prévention. Et malheureusement, parfois, on n'en parle pas assez parce que prévenir, c'est souvent plus difficile à mettre en place pour des problèmes de moyens financiers ou autres. Et puis de réussir à atteindre les personnes parce que quand on doit changer une habitude alimentaire, par exemple, si on voit les campagnes ministérielles de manger, bouger, etc., ben on voit que ce sont les choses sur lesquelles on a le plus de mal à avoir des actions. Donc la santé, c'est très global et ça nous touche au quotidien. Moi, en tant que soignant, comme je disais tout à l'heure, c'est mon quotidien, mais je me rends compte en voyant et en recevant des personnes que c'est pas forcément leur priorité de vie, alors que moi, c'est ma priorité de travail. Et c'est une vraie question aussi, quelle priorité on met dans sa vie. Alors, je vais très vite vous solliciter, mais je vais revenir vers Monsieur Bruno Apouyou, qui nous disait que dès la plus tendre enfance, la notion de santé est prise en compte. Mais justement, dans la pratique traditionnelle et dans l'approche de la médecine telle qu'on la connaît, telle que vous venez de nous la définir à l'instant,
quel rôle, d'après vous, jouent les croyances dans le choix d'un soin ou d'une thérapie? C'est-à-dire à partir de quel moment on va se dire je m'oriente plutôt vers la médecine dite traditionnelle, et à partir de quel moment on va se retrouver confronté à un système, on va dire, international de la santé, et qu'est-ce que cela provoque, Monsieur Bruno Apoyo? Alors, la santé, tout est croyance dans la santé. Rapprochez votre micro. Tout est croyance de la santé. Que ce soit la santé, disons, traditionnelle ou la santé occidentale, il faut y croire pour se faire soigner. Quand on confie sa vie à un chirurgien, c'est parce qu'on croit en lui, on lui fait confiance, on confie sa vie à son équipe. Donc, c'est pareil. Si on ne croit pas aux herbes, aux feuilles, c'est la même chose. Donc il faut croire pour se faire soigner. Il y a des choses aujourd'hui que la médecine, disons, occidentale soigne. Il y a d'autres choses aussi que la médecine traditionnelle soigne. Mais tout est croyance. Si on ne croit pas à ce qu'on vous donne, vous n'allez pas vous soigner. Tout est croyance. Que ce soit pour aller acheter du pain, c'est parce qu'on croit à la boulangerie, au boulanger, on achète son pain parce qu'on croit qu'à l'intérieur c'est propre, là où il fabrique son pain c'est propre, etc. On l'achète, c'est parce qu'on croit. On ne l'achète pas parce que simplement il faut manger, c'est parce qu'on croit quelque chose. Remettre sa vie entre la main d'un médecin, un chirurgien ou un cardiologue, etc., c'est parce qu'on croit en lui. Alors, vous parlez de croyance, là où moi j'entends la confiance. Je ne sais pas si on peut mettre les deux sur le même plan. Et là, je reviens vers Frédégonde Abou. Est-ce qu'il vous arrive, vous, dans le parcours santé, par exemple, de personnes qui viennent se faire soigner, de rencontrer des oppositions par rapport à ces croyances, pour le coup, et pas la confiance? Alors, j'entends le lien très serré entre la croyance et la confiance. Si je dois revenir un peu sur ce que disait M. Apoyo à l'instant, en fait, on le définit en anthropologie que ce qui fait de nous des êtres humains, finalement, c'est qu'on a des croyances. Je donne un exemple tout simple, c'est forcément il pleut aujourd'hui, j'ai pas mon parapluie. En fait, on se donne une explication tout le temps à ce qui nous arrive. Et quand on pense et quand on parle souvent de croyances, on imagine toujours ce qui se passe dans des cultures très opposées de la nôtre, mais en fait, dans nos propres modes de vie du quotidien, on a des croyances en permanence. Donc ça fait partie de ces choses-là. C'est très lié aussi, en effet, à la confiance qu'on va y attribuer. Et les croyances peuvent être parfois très proches de celles que peut avoir le soignant. Et à ce moment-là, on va souvent observer une fluidité dans l'aide à la prise en soin d'un patient. Mais quand ces croyances sont très opposées, eh bien, ça peut devenir compliqué. Et c'est-à-dire, je peux vous donner un exemple, en reprenant l'exemple de l'utilisation des plantes, par exemple, que disait M. Apoyo à l'instant, c'est que si, alors pas moi exactement, mais en tant que soignant, je reçois quelqu'un qui utilise des plantes pour soigner sa maladie X, peu importe, et que moi, c'est pas du tout dans mes croyances, et que je lui dis « Ah non, il faut surtout pas utiliser ça », mais on va créer une barrière entre le soignant et le soigné qui va faire que la prise en soin va pas pouvoir se faire. Donc, des fois, on est dans une opposition. Et parfois, on va se retrouver dans des situations où, comme il n'y a pas de pont qui existe entre les croyances du soignant et du soigné, eh bien, le langage ne passe pas. Qui peut établir ces ponts? Qui peut donner des outils pour les établir, ces ponts? Eh bien, justement, ça fait partie de l'innovation, ça fait partie d'aller s'intéresser à ce qui se fait en dehors de la biomédecine, parce que nous, on a appris des choses dans des livres très techniques de la médecine occidentale, comment il faut faire, etc. C'est soi-même déjà commencer par se questionner sur ce qu'on fait. Donc, on a appris beaucoup de dogmes. Est-ce qu'on doit les appliquer toujours au pied à la lettre? Et peut-être que pas forcément. Et c'est savoir déjà à partir de soi-même se questionner et se remettre en question en disant qu'on n'est pas là en tant que Frédégonde Abou pour soigner le patient, mais je suis là pour lui trouver une aide. Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Donc, si je reprends l'exemple du patient qui utiliserait des plantes dans une maladie X, je pourrais arriver à lui dire que il n'y a pas d'opposition entre le fait d'utiliser les plantes et de prendre les médicaments.
Évidemment, sous couvert qu'on a pu vérifier ou savoir que c'est en effet sans conséquence. Et ça nécessite déjà, de se remettre en question. Et parfois, on n'arrive pas à se remettre en question parce que c'est difficile, en restant sur son référentiel, de prendre du recul. À ce moment-là, on fait appel à d'autres professionnels. Et ces professionnels peuvent être des soignants comme des non-soignants. Et ça fait partie des innovations qu'on peut avoir aujourd'hui en santé, comme par exemple faire venir des médiateurs, donc des personnes qui vont connaître plus en détail les pratiques ou les croyances des personnes qu'on veut soigner pour nous aider à créer ce pont et faire en sorte qu'on travaille ensemble. Monsieur Apoyou, ça vous est déjà arrivé d'être dans ce rôle-là, de pouvoir éclairer une démarche médicale de ce point de vue? Bien entendu. C'est simple parce que lorsque quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Deux fois, avec l'incompréhension de ce que le médecin peut... Alors tout d'abord, dans l'innovation depuis 2 programmations, il y a un volet nouveau qui a été introduit par la Commission européenne, c'est l'innovation sociale. Jusqu'à présent, on était ancré dans l'innovation technologique. Et l'innovation sociale, c'est une nouvelle dimension qu'on a dû appréhender, qui n'était pas évidente, mais qu'on a dû surtout adapter au contexte local. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les volets de l'innovation sociale. Il y en a un qui concerne les savoirs traditionnels. Alors, dans les savoirs traditionnels, il y a l'artisanat, on a dû travailler avec M. Apoyou là-dessus, il y a l'agriculture traditionnelle, il y a les arts culinaires, il y a la danse, et il y a les plantes médicinales et cosmétiques. Et donc, dans les savoirs, on a une approche à 5 niveaux. Le premier niveau, c'est recenser les savoirs. Alors, cette action, elle est à la fois importante et urgente. Alors, je vais commencer pour dire pourquoi elle est urgente. La plupart des détenteurs sont des personnes âgées. Donc, si on attend, la personne part avec son savoir. Et souvent, c'est encore sous le mode de l'oralité. Exactement. Deuxièmement, il y a le gros problème de la transmission des savoirs. Parce que les jeunes considèrent souvent que c'est le savoir traditionnel, c'est du passé. Ça ne concerne pas leur avenir. Il y a un gros travail à faire avec les jeunes. Il a été transmis. Il nous fait visiter son jardin avec les plantes médicinales, etc. Sur les 10, il y en a 4 qui sont décédés. Ensuite, on a fait un deuxième DVD avec Marc Mogès. Et là, il a donné carrément des recettes. C'est-à-dire, vous avez mal à la tête, vous prenez 3 feuilles de mangue Julie, vous la trempez dans telle solution, etc. Donc là, c'est des recettes, il y a 64 recettes. Donc on doit poursuivre le travail, notamment avec les populations bushinengue, avec les populations amérindiennes. Donc on a un programme qui est en cours avec le Brésil, avec la MAPA, pour pouvoir échanger nos approches, déjà, sur le plan technique et politique, et permettre aussi à ces détenteurs de savoir de se rencontrer. Parce que le territoire est grand. Vous voyez, M. Apoyou a dit qu'il est obligé de prendre l'hélicoptère pour se déplacer et tout. Ce n'est pas facile, de manière spontanée, de faire les détenteurs échanger entre eux. Donc ça, c'est l'une des démarches qu'on va engager dans la programmation, le programme que je suis en train de vous parler. Déjà, échanger entre Guyanais, et puis après, échanger avec les pays voisins. Quelles sont vos relations avec l'ARS, par exemple, qui, sur le territoire, a autorité pour la santé? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que les opérations que vous menez de recensement, par exemple, d'écoute, est-ce que ce sont des opérations qui sont accompagnées ou non par l'ARS? Alors, l'ARS, le lien avec l'ARS est plutôt sur le plan du numérique. Donc, l'ARS est en train de mettre en place au niveau national les cartes de santé. Alors, comme ce sont des données très sensibles, ils ont décidé de décentraliser les data centers qui vont stocker ces données. Donc, on est en train de travailler avec eux pour voir les différentes solutions permettant d'installer des data centers au niveau local. Deuxième volet, les centres de santé. Donc, comment faire en sorte que les centres de santé soient bien connectés pour que les prestations décentralisées soient les meilleures possibles. Et puis, il y a l'innovation avec l'intelligence artificielle. Donc, on est allé dans un séminaire avec Mme Ratier il y a à peu près 3-4 mois. Et donc, c'est un Canadien qui est intervenu sur les robots de chirurgie. Et donc, il nous a expliqué que ça fonctionne, mais il y a des freins qui sont souvent psychologiques.
Ça coûte cher. Il faut former aussi les praticiens. Mais quand on voit le plateau technique de la Guyane qui est en train de s'améliorer, mais qui est encore sur certains domaines, notamment cardiologie, etc., en traumatologie, donc ça serait intéressant qu'on puisse être un peu un territoire pilote au niveau national pour pouvoir développer ces outils. Voilà. Merci. Un complément d'information avec vous, Monsieur Apouyou. Monsieur Sagne parlait à l'instant d'éthique, de la protection des données. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de scientifiques, des personnes qui font de la recherche, qui s'intéressent à des pratiques qui sont traditionnelles. Est-ce que vous êtes traversé par ces interrogations sur comment préserver, comment protéger et comment continuer la transmission dans de bonnes conditions de ces pratiques? Bien entendu, avec le Grand Conseil coutumier, nous sommes en train de porter un travail là-dessus, puisque aujourd'hui, un chercheur ou un scientifique ne peut plus aller se rendre dans un village ou aller voir un sachant pour qu'il puisse travailler avec lui sans passer par les appâts. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de mener pour que cela n'arrive plus. Monsieur Sagne disait tout à l'heure que le remède, il y a des remèdes qu'on dit remède en créole, remède Bocase. C'est le remède de tous les jours. Vous avez mal à la tête, vous avez mal aux yeux, ça se donne comme ça. Mais il y a des remèdes un peu plus profonds que ça se passe de oncle à neveu. Parce que chez nous, c'est matriarcal, donc c'est le neveu qu'on apprend ce science. Donc ça aussi, la jeunesse, il faut beaucoup travailler avec eux parce qu'ils n'ont pas de patience. C'est pas comme le médicament, on achète une boîte d'aspirine ou de Doliprane, on le prend quelques minutes après, la douleur se calme. Le remède traditionnel, ça prend beaucoup plus de temps pour se calmer, mais quand ça vous soigne, ça vous soigne. J'ai une question pour vous, Madame Frénégonde Abou. J'aimerais comprendre, parce que souvent, quand on écoute parler de la Guyane, on parle de désert médical. Alors, j'aimerais comprendre où réside l'innovation en termes de santé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage pour comprendre ce qui a changé, ce qui modifie les pratiques sur le terrain aujourd'hui et quels sont les motifs d'espoir quand on parle d'innovation? Alors, oui, on parle de désert médical. Et en même temps, il faut savoir que la Guyane est un département très, très attractif. C'est-à-dire que, moi, en ce qui concerne, par exemple, mon domaine qui est les pathologies infectieuses, si je regarde au niveau national, un infectiologue sur 2 est venu déjà travailler en Guyane. Donc, en fait, c'est vraiment, on est un territoire très, très attractif. Pour plein de raisons. Je pense qu'il y a la localisation, il y a la multiculturalité, il y a plein de choses qui attirent beaucoup de soignants ici. Alors quand ils arrivent, et parfois, les gens se rendent compte qu'il y a des difficultés de terrain auxquelles ils n'étaient pas forcément prêts et des barrières de langue, etc., qui fait qu'il peut y avoir des difficultés. Mais tous ceux qui sont attirés par la Guyane ont plein de raisons de venir en Guyane. Après, sur le côté désert médical, je pense que le fait d'avoir créé un CHU en juin 2025, ça va être un grand pas pour justement pouvoir former sur place le maximum de soignants, évidemment les médecins, mais pas que, tous les autres aussi professionnels de santé, et développer l'offre de soins en Guyane avec des personnes qui auront vécu en Guyane, etc. En espérant évidemment toujours que les personnes restent, etc. Mais en tout cas, on a mis en place une voie universitaire assez large pour ça, pour essayer de pallier justement au désert médical. Et la deuxième partie de la question, c'était par rapport à l'innovation. Voilà, comment vous pouvez nous aider à voir ce qui change et quels sont les motifs d'espoir? Alors, déjà, on a beaucoup de particularités liées à la richesse de notre territoire, à la richesse de notre département, à sa localisation. Et du coup, je vais rejoindre un peu ce que je disais juste avant, mais
que finalement, essayer de remettre en question les habitudes qu'on peut avoir dans la manière de voir le soin, etc. Enfin, pas forcément transposer directement ce qu'on a appris de la médecine occidentale, parce que ce qu'on apprend, c'est de la médecine occidentale, de la biomédecine, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer, en fait, sur le territoire qui est un territoire amazonien. Et évidemment, ça passe par aller questionner ce que font nos voisins, créer des ponts. Et je pense qu'une partie de l'innovation, c'est aussi d'aller voir ce qui est fait ailleurs. Alors évidemment, c'est déjà fait par mes collègues et par plein de personnes de créer des ponts, notamment avec le centre hospitalier de Paramaribo, avec des centres au Brésil, etc. On a une vraie activité de coopération internationale sud-américaine qui existe, à la fois au niveau universitaire et au niveau hospitalier. Donc il y a beaucoup d'axes qui se mettent en place avec ça et qui vont nous permettre de peut-être remettre en question les façons qu'on va avoir d'aborder les choses. Aussi, il y a un effort de fait sur le centre hospitalier universitaire de Guyane sur l'acquisition de technologies. Parce qu'évidemment, quand on pense à l'innovation en santé, on pense à la technologie, il y a tous les autres aspects. Mais sur le côté technologique, on est en train d'améliorer notre plateau technique. Notamment, on a parlé tout à l'heure de chirurgie robotique. À Kourou, ils ont la possibilité de faire ça. Donc évidemment, ces éléments-là, à la fois, ça va nous permettre d'améliorer notre plateau technique et d'avoir une forme de rayonnance vis-à-vis des autres pays, notamment d'Amérique latine, où on peut imaginer des échanges de compétences et des échanges de savoir-faire. Après, sur les autres innovations, telles que l'innovation sociale dont parlait aussi Monsieur Sagne, eh bien, il y a un besoin de mettre en place beaucoup plus de médiateurs, de personnes qui vont faire des ponts entre justement le patient et le soignant pour pouvoir fluidifier les prises en charge. Et puis, on a un véritable challenge, en effet, géographique, parce que le centre hospitalier, c'est Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, et tous les centres de santé, et faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Et là, on a un vrai challenge qui est quand même très particulier à nous, à la Guyane, et qu'on doit relever malgré les problématiques de déserts médicaux. Eh bien, justement, je pense que vous passez la balle au bon moment. Il va la reprendre Monsieur Marc Sagne, pour nous préciser quelles innovations numériques ou technologiques sont les plus prometteuses pour améliorer justement l'accès aux soins en Guyane. Alors, il y a plusieurs étapes. Alors, premièrement, il y a tout ce qui est radiologie. Aujourd'hui, alors déjà, avoir le radiologue à distance qui intervient, mais aussi l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, pour l'analyse des clichés radiologiques. Donc ça se développe énormément. Quand vous dites ça se développe, ça veut dire que concrètement, il y a déjà des expériences qui se font avec les centres hospitaliers de Guyane, ou ce sont des choses qui sont dans les tuyaux? Alors, depuis un certain temps, les radiologues envoient les radios, notamment les scanners, dans l'Hexagone, quand il y a une analyse qui est un peu délicate, pour avoir une confirmation de diagnostic. Donc ça, c'est ce qui se fait, qui va certainement s'amplifier. Et puis, il y a la nouveauté dont a parlé madame, c'est la robotique. Et donc là, alors, l'enjeu, ça serait quoi? Ça serait de faire comprendre que la Guyane est un territoire d'expérimentation idéal pour ce type d'approche. Parce que notre contexte est si particulier, non seulement l'éloignement, on a parlé tout à l'heure de la richesse des savoirs traditionnels, et en début d'année, il y a eu un séminaire très très intéressant à l'université sur la relation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Alors il y a des praticiens qui sont intervenus, et il y a eu plusieurs cas de figure. Alors soit il y a le médecin de la médecine traditionnelle qui ignore la médecine conventionnelle et vice-versa. Et puis il y a des médecins qui se sont trouvés dans des situations où ils reçoivent un patient et à qui ils vont donner une prescription, mais ce patient, lui, sans rien dire au médecin, il prend aussi une médication traditionnelle qui peut avoir des interactions avec le médicament qu'on lui donne. Donc là, il y a un dialogue à mettre en place et des ponts à tisser entre les deux. Je reprends la balle au bon sur les médiateurs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des médiateurs qui sont intervenus qui expliquent qu'en fait, ils ne font pas que traduire. Ils expliquent un contexte social, mais surtout un concept psychologique et traditionnel. Et si le médecin n'arrive pas à comprendre ce contexte, il risque de passer à côté de l'acte de soin qu'il est censé, puisque la personne qui vient le voir
à tout un environnement psychosocial qui doit être à minima compris par le praticien. Alors, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal, et un peu moins au Congo, mais surtout au Sénégal, les tradis praticiens sont dans l'hôpital. Et chacun sait, de manière un peu claire, où s'arrête. Où commence et où s'arrête son Voilà, domaine de compétences. exactement. Ouais. Et je pense que la fin de ce séminaire, c'est un peu ce qui est ressorti. Il y a des freins législatifs, réglementaires par rapport à ce rapprochement. Comment faire de la Guyane, justement, avoir quelques exceptions pour nous permettre d'expérimenter et de regarder dans quelle mesure ces traditions. Parce que dans l'Hexagone, il y a aussi la médecine traditionnelle qui est beaucoup moins prégnante qu'en Guyane. Donc, s'il y a un territoire où cette expérimentation devrait se faire, c'est bien chez nous, même par rapport aux Antilles. Voilà. Donc là, on est dans l'innovation, elle n'est pas technologique, là, mais elle est comportementale, elle est organisationnelle. Mais Monsieur Apouyou, je reviens sur votre présentation initiale. Vous parliez de l'esprit, et nous venons à la lumière des explications de Monsieur Marc Sagne d'identifier parfois l'imbroglio que ça peut constituer, parce que parfois, vous avez, en plus de la pratique traditionnelle, une pratique religieuse qui peut venir s'ajouter à tout cela. Comment vous faites face à ces aspects-là dans le cadre de votre approche traditionnelle? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut vulgariser la médecine, disons, traditionnelle, que les gens arrêtent d'aller voir le tradipraticien à cachette. Au Suriname, au Pérou, les gens vont chez les tradipraticiens comme ils vont voir le médecin, disons, traditionnel. Il faut déjà travailler sur ce contexte-là et de continuer à travailler avec les médecins, disons, conventionnels, pour les faire comprendre que les gens qui viennent à l'hôpital, ils ont aussi d'autres croyances. Des croyances spirituelles qui soignent aussi. L'âme, moi, ça fait très longtemps que j'ai rencontré un médecin brésilien, il était venu ici en congrès, qui me disait quand il allait faire une opération, il demandait aux parents de la personne de prier pour ces personnes-là. Donc, toute question de croire. Ce n'est pas uniquement une question de médecine, il n'y a pas que le médicament qui soigne. Il y a aussi, madame a parlé tout à l'heure de la nourriture, aujourd'hui, quelqu'un peut passer beaucoup plus de temps à l'hôpital parce que la nourriture qu'on lui donne ne lui convient pas. Donc, ça l'affaiblit. Donc, nous avons à travailler sur beaucoup de choses. Les croyances, de l'esprit. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont eu des accidents, ils ont été à l'hôpital, le médecin a laissé la famille venir mettre quelque chose peut-être sous le lit, etc. Ça ne gêne pas le soin. Donc, le fait de faire avec des médecins qui empêchent cela, ou sinon quelqu'un qui est malade mentalement, la famille vient et dit que cette personne n'est pas ce qu'il a, ce n'est pas de la maladie, mais il est possédé par un esprit. Des fois, il faut aussi écouter la famille. Mais tant que chacun va faire les choses de ce côté, ça ne marchera pas. Comment ça se passe dans le milieu hospitalier? Quand j'entends le tableau que dresse M. Apouyou, lorsque des manifestations justement de la foi, des croyances, etc., interviennent dans le milieu hospitalier, est-ce que vous avez un accompagnement, le corps médical a un accompagnement? Comment ça se passe concrètement? Alors, je vais, pour répondre à cette question, rejoindre les deux dernières interventions sur les discussions qui viennent d'être menées. Donc, si on se projette sur le côté médecine occidentale, dans les centres hospitaliers, on sait qu'il y a un aumônier, etc. Donc, en fait, on peut faire appel à un prêtre, un pasteur, etc. Mais disons que là, par exemple, dans les particularités qu'on va avoir en Guyane, on va devoir avoir besoin d'aller plus loin que ces choses qui sont plus connues, on va dire, dans la médecine
techniques européennes. Maintenant, pour rejoindre un peu ce que disait tout à l'heure M. Sagne et aussi le propos de M. Apouillou, il y a un vrai besoin de faire venir des non-soignants à l'hôpital. Donc que ce soit sur le côté des croyances qui peuvent être de toutes sortes, religieuses, non religieuses, etc. Et oui, on a des patients qui vont manifester ces croyances-là à travers des fois le symptôme, la maladie, etc. Et on a une vraie difficulté administrative parce qu'aujourd'hui, comme le disait M. Sagne, en fait, on n'a pas de choses au niveau législation qui fait venir ces non-soignants dans le milieu du soin hospitalier. Mais c'est en train d'être beaucoup discuté, notamment aussi au plan national, et puis pas que en France, à travers le monde, c'est devenu une vraie question, parce que tout le monde se rend compte qu'il faut aller au-delà et qu'il faut faire des ponts entre ces différentes techniques de soins. Et donc, il y a un axe qui avait été mis en place à l'hôpital de Cayenne, par exemple, qui était à travers la recherche. Alors, la recherche, c'est quoi ? C'est se poser une question et essayer de voir comment est-ce qu'on y répond. Et il y avait une étude qui avait été menée, notamment chez les personnes, par exemple, qui étaient d'origine haïtienne. Cette étude s'appelle Parcours d'Haïti. Elle a été financée par l'Agence nationale de la recherche en santé. Et à travers cette étude, en fait, c'est là qu'on a pu rencontrer des professionnels non soignants qui sont venus pour avoir des entretiens avec les personnes qui étaient originaires d'Haïti, qui étaient arrivées en Guyane, qui étaient soignées dans nos services ou d'autres services. Et en ayant cette confrontation à travers cette étude, ça nous a amené finalement à se dire, en fait, ça nous aide beaucoup parce que justement, ça nous permet de lever la barrière qu'on peut avoir d'emblée, qui se met en place quand on a un patient qui arrive, qui va être au-delà de la barrière de la langue, mais qui va être lié beaucoup à ses croyances, qu'elles soient religieuses ou non religieuses. Et si on prend l'exemple des différentes croyances qu'il peut y avoir autour de la culture haïtienne, même si aujourd'hui on est dans de la transculturalité et qu'il n'y a pas de stigmate autour en fonction de l'origine qu'on a, ce à quoi on croit, puisqu'on est vraiment dans de la transculturalité, surtout en Guyane, eh bien, en fait, ça nous bloque parce que du coup, on n'arrive pas à créer cette alliance dans le soin. Et on a fait un travail notamment avec Marc-Alexandre Tarot, qui n'a pas pu être là ce soir pour des raisons personnelles, mais qui, en fait, lui a fait un doctorat en sciences dans l'étude des plantes. Et il a rencontré beaucoup de personnes qui pratiquaient l'utilisation des plantes en médecine traditionnelle dans beaucoup de thématiques ici en Guyane. Et on l'a fait venir et il a réussi à créer un lien que nous, on n'arrivait pas à créer, malgré, même en levant la barrière de la langue, etc., on n'arrivait pas à atteindre les personnes. Et en fait, grâce à lui, on a réussi à faire ce travail-là qui montre que des non-soignants dans le milieu du soin, en fait, ça potentialise. Et il faut retrouver le cadre légal dans lequel on peut faire ça, en dehors de là, la particularité qui était un projet spécifique. Après, je voulais juste revenir sur une dernière chose, et puis je pense que je vous relaisse la parole, mais sur la transmission des savoirs et l'oralité, nous, en soins, on est vraiment confrontés à ces problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, de la perte de la transmission, etc., parce qu'on va retrouver des personnes parfois, alors c'est pas courant, mais ça nous arrive, qui vont avoir utilisé des remèdes, mais qui auront peut-être été soit mal utilisés, soit mal préparés, mais ils ne le savent pas parce que ce n'est pas eux qui l'ont préparé. Et au final, ça se transforme en une intoxication alors qu'à la base, c'était pour soigner. Et donc, on peut se retrouver dans des mésusages et des erreurs de pratique, et on va se retrouver à soigner des personnes comme ça. Et pour nous, on est en infectiologie notamment, on est très confrontés à ces situations-là parce que ça ressemble beaucoup à des manifestations qui pourraient être de l'ordre d'une infection. Mais ce n'est pas une infection, c'est une intoxication sur un mésusage d'un remède ou la mauvaise préparation d'un remède. Et donc, c'est pour dire que c'est un vrai enjeu et un vrai challenge de pouvoir récupérer ces savoirs et revenir sur l'importance de leur transmission et de comment est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des avantages à pouvoir les utiliser et qu'il y a des dangers à mal les utiliser ou à ne pas utiliser des préparations qui soient véritablement traditionnelles. Voilà. Alors, pour une précision concernant Marc-Alexandre Tarot, je vais donner la parole à Marc Sagne. Il a donc présenté sa thèse à l'Université de Guyane autour des plantes traditionnelles, les savoirs des plantes traditionnelles. Et il a fait un travail énorme de collecte et de recherche. Et le travail que vous réalisez avec lui actuellement au centre hospitalier est un travail en cours. C'est toujours un travail de collecte, c'est un travail pour répertorier des données.
vivante. Il y a des travaux en cours, toujours, sur les différentes pratiques des personnes qu'on rencontre dans le cadre du soin, où on se veut très intégratif. Et il y a aussi un volet qui est un axe vraiment sur la prise en charge. C'est-à-dire qu'on le fait venir avec nous, on prévient les patients évidemment qu'on a une personne spécialisée dans les plantes qui pourrait venir à la consultation ou dans la chambre, s'ils sont d'accord, mais à ce moment-là on peut faire un entretien et ça génère vraiment ce que je vous ai dit, une dynamique qui fait que dans la prise en charge, on arrive à ouvrir des portes et finalement ça crée du lien. Il est un peu comme un moteur au départ de la prise en charge, il arrive à nous aider aussi dans des situations où parfois on a des patients dans le déni. Alors on se dit, c'est un spécialiste des plantes, mais il arrive à nous aider dans des situations où on a des personnes en face de nous qui sont dans le déni. Et ils sont dans le déni, pourquoi ? Nous, on leur annonce une pathologie qu'ils n'ont pas envie d'entendre ou quelque chose de ce genre. Et même si on a des éléments aujourd'hui pour dire, voilà, on peut soigner, etc., mais en fait, les gens parfois s'enferment. Et le fait de pouvoir ouvrir la porte sur, OK, on vous intègre en tant que personne par rapport à toutes vos pratiques, vos croyances, etc., et ben ça fait qu'on arrive à dépasser ce stade et finalement, hop, on lève des dénis que nous, on ne pourrait pas lever avec une psychologue, avec tout ce qu'on aurait pu essayer de mettre en place avant. Donc il a un rôle toujours dans le côté recherche-développement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces connaissances dans le soin et qu'est-ce qui émerge du soin aujourd'hui, parce que certainement ça évolue aussi avec le temps, et sur la pratique courante où il vient nous épauler dans notre activité. Alors, Marc Sagne, justement, vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez des référents, le territoire forme des spécialistes. Peut-être jeter une passerelle entre ce que disait tout à l'heure M. Apouyou et votre approche. Est-ce que ce serait imaginable, peut-être que je dis n'importe quoi, vous allez me le dire, dans certaines, spécialités, on peut procéder à une VAE parce qu'il y a la validation des acquis de l'expérience, pas forcément un cursus universitaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, entre l'instance qu'est la CTG, qui s'intéresse d'ailleurs aux formations et qui encourage des thèses, et le Grand Conseil coutumier, on pourrait imaginer un processus comme celui-là, innovant, avec la validation des acquis de l'expérience sur ces domaines de compétences. Alors, la première étape qui a été faite avec le DVD, c'est de reconnaître le statut de détenteur de savoir et de les mettre en valeur. Parce que souvent, les détenteurs de savoir souffrent alors pas d'un mépris, j'exagère si je dis un mépris, mais disons une indifférence, voilà le terme. Mais excusez-moi, ça vous interrompt, qui va de pair avec ce que décrivait M. Ah Apouyou. bien sûr. On y va sous cap. Alors quand on y va sous cap, on reconnaît le savoir. Mais dans la grande majorité, même dans la sphère familiale, moi j'ai eu pas mal de témoignages, la personne âgée nous dit, ça n'intéresse personne. Si je sais des choses, j'essaie de voir s'il y a... Les enfants, ça n'intéresse pas. Il va voir le neveu, il va voir... voilà, bon. Et là, ce problème-là. Donc là, il y a un travail à faire déjà relativement simple. Donc on va faire des séances, nous, dans le recensement des savoirs familiaux. Alors, pas que médicinaux. Alors, je donne un exemple. Monsieur Béraud a fait un livre. Alors, il est chercheur, mais ce n'est pas en tant que chercheur qu'il a fait le livre, sur la cuisine guyanaise. Il m'explique que 4/5 des recettes ont été perdues. C'est-à-dire qu'il y a 4/5, pour trouver une recette complète, il n'a trouvé que 1/5 de recette complète. Chaque fois, il manque quelque chose. Soit les ingrédients, soit la façon de faire, etc., etc., etc. Et on se rend compte, dans tous les domaines, ces savoirs se perdent. Donc, je vais prendre l'exemple du Bénin. J'étais au Bénin il y a 3 ans. Les Béninois ont créé l'Académie des détenteurs de savoir. Donc, les détenteurs de savoir, ils étaient en réunion, ils se disent académiciens, pour montrer le niveau de reconnaissance de ces savoirs. Alors, nous, on a ce travail-là à faire, parce que, comme le savoir est immatériel, il est difficile de le faire reconnaître, ne serait-ce que par les instances politiques, ne serait-ce que par la population. Donc, il y a la première étape, je dirais, ça serait de se faire reconnaître. Et deuxièmement, et vous avez raison, c'est de les recenser, les détenteurs. Donc, on l'a fait pour l'artisanat, il y a 5-6 ans, on a recensé tous les artisans Saramaka, sur l'ensemble de la Guyane. Bon, c'est actualisé, mais il faudrait faire ça dans chaque secteur. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'intelligence.
on est au cœur de l'intelligence participative. Donc, il y a un sujet, par exemple, une problématique de santé. Eh bien, est-ce qu'on est capable en Guyane de mettre ensemble les médecins, les praticiens, etc. On réfléchit ensemble, analyser le problème et trouver des solutions. Alors, ça a été fait de manière un peu désordonnée pendant le Covid, parce que chacun a essayé de trouver des solutions de son côté. Mais sur des grandes pathologies de Guyane, je prends par exemple le paludisme, l'hypertension, le diabète, il y a des remèdes qui fonctionnent. Donc, ça serait intéressant que l'œil du médecin s'associe à l'œil du praticien et qu'on travaille ensemble. Bien, nous allons bientôt donner la parole au public pour poser des questions, mais Monsieur Bruno Apouyou, je vais vous laisser réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre, les évolutions technologiques, l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe autour. Est-ce que ça vous bouscule, ça vous inquiète, ça vous interroge? Comment vous réagissez au sein du Grand Conseil coutumier par rapport à tout ce qui se passe? Pas du tout, puisque nous sommes appelés à aller de l'avant ensemble. Mais je voudrais revenir sur ce que le médecin a dit tout à l'heure. C'est sur la préparation de médicaments traditionnels. Il faut savoir aujourd'hui que nous vivons dans un contexte économique. La plupart des gens qui préparent le remède ne connaissent pas suffisamment soit les écorces, soit les lianes, ou soit les feuilles. Donc, deux fois, ça porte à confusion ces choses-là. Par exemple, il y a quelques années de cela, il y avait un empoisonnement de ce qu'on appelle le bita. Bita, oui, c'est ça. Oui. Bon, j'avais déjà expliqué à madame c'était quoi, pourquoi on l'appelle bita. Donc, c'est quelqu'un qui ne savait pas. Expliquez-nous, parce que peut-être que ceux qui sont là ce soir ne savent pas. Alors expliquez-nous pourquoi ça s'appelle bita. Qui ne savait le liane se ressemblait, donc il a pris une liane empoisonnante à la place de liane qu'il fallait prendre. Donc ça fait cette cause à l'effet de mélange de lianes. Donc il y a une connaissance dans tout ça. Un jeune qui monte ce commerce, disons, de bita avec 5 ou 6 différentes bouteilles qui donnent à boire aux gens, qui ne demandent pas aux spécialistes d'aller chercher pour causes économiques. De toute manière, on peut trouver de lianes traditionnelles qui se ressemblent. Mais monsieur Apouyou, vous en conviendrez, le résultat, c'est que le couperet est tombé, et du coup, c'est une interdiction. C'est-à-dire que dans la chaîne alimentaire normale, vérifiée, contrôlée, on lance un audit et puis on comprend ce qui s'est passé, et après, les choses repartent. Mais lorsque ça se passe sur le territoire de la tradition, finalement, on légifère, et une loi tombe, et finalement, on ne peut plus légalement pratiquer. Quelle réponse vous avez apporté à ça? Il y a toujours des lois chez nous qui existent que le monde occidental ne connaissait pas. Tout le monde ne peut pas être patricien. Les gens qui vendent le bita normalement qu'on trouve dans les commerces doivent passer par des connaisseurs. Mais qui le valide? Qui dit au consommateur, celui-ci est agréé? C'est ça, c'est ce vide-là qu'il faut peut-être réussir là, c'est aux consommateurs, normalement, qui doivent savoir que ce gars-là, je ne lui fais pas confiance parce qu'il n'est pas de famille, ou sinon il n'a pas la connaissance de fabriquer des bouteilles. Ils peuvent acheter des bouteilles, ajouter de l'alcool dedans et vendre, mais pas de dire qu'il va préparer. Mais est-ce qu'un référentiel, comme évoquait tout à l'heure Marc Sagne, ne serait pas nécessaire? Ce référentiel est traditionnel, puisqu'on se connaît entre nous. Oui, donc, mais entre vous, mais vous vous adressez à la population. Ce référentiel, c'est les gens qui doivent savoir que ce monsieur qui vend les bouteilles de bita, ces bouteilles ne sont pas validées par la population. Ça c'est quelque chose qui est très important Marc Sagne, à savoir. Oui. En fait, on a le problème de la reconnaissance. Toutes les médecines traditionnelles, je prends l'exemple du naturopathe. Bon, il y a 50 diplômes de naturopathe, mais ce ne sont pas des diplômes reconnus par une réglementation nationale. Et donc, il y a à boire et à manger, naturopathe. Donc, le fait
de mettre en place un dispositif avec le consentement des tradipraticiens pour le faire reconnaître comme étant véritable. Donc les pairs le reconnaissent. On a le même problème pour les piroguiers. Les piroguiers qui traversent les Sceaux, il n'y a pas de diplôme. Donc c'est à nous de mettre en place un dispositif avec les tradipraticiens, avec les sachants, pour pouvoir reconnaître qui... Nous revenons dans la notion de validation que Exactement. je tout à l'heure. Exactement. Voilà. Alors ça, c'était pour les savoirs. Oui. On a le même problème avec les plantes médicinales. Il y a un registre national des plantes médicinales qui sont reconnues par l'État. Une fois que c'est reconnu par l'État, on est obligé de les vendre en pharmacie. Bien. Le problème, c'est que la monographie, c'est-à-dire l'étude qu'on doit faire, notamment sur la non-toxicité de la plante, coûte cher. Donc, dans les années 2008, l'ensemble des DOM ont déposé un projet pour faire reconnaître 15 plantes, donc 15 plantes de Guyane, 15 plantes de Martinique, etc., etc. Donc, ces plantes-là sont à la pharmacopée, mais il y a un double tranchant là-dessus. Parce qu'une fois qu'elles sont à la pharmacopée, elles ne peuvent être vendues qu'en pharmacie. Donc, Mme Roy a bien connu ce problème-là. Elles peuvent être vendues qu'en pharmacie. Et donc, tous les circuits de vente directe sont réglementairement interdits. Voilà. Donc, c'est avec le tradipraticien, lui, qui a une plante et qui veut la donner. Si cette plante n'est pas enregistrée, normalement, il est dans l'illégalité. Voilà. Donc, on a cette action-là à mener au niveau notamment de la CTG, puisque c'est un peu l'instance un peu locale qui peut porter la voix de ces problématiques-là. Il y a un travail à faire pour intégrer un peu plus de plantes dans la pharmacopée, mais qu'on réfléchisse aussi, qu'on ne se fasse pas piéger par des plantes qui sont utilisées de manière traditionnelle, mais qui ne sont pas dans la liste des plantes homologuées. Voilà. Eh bien, merci. Nous allons maintenant vous proposer de poser vos questions. Si vous avez des questions à poser, voilà, le micro est ouvert. Merci, c'était vraiment très, très, très riche et très, très intéressant. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, M. Sagne, est-ce que le travail ne serait pas de plus libérer ces plantes-là? Parce qu'il y a toute une liste de plantes libérées et je sais que très peu de nos plantes sont sur cette liste-là. Notamment, il y a eu le problème de la Toumo aux Antilles, où la collectivité de Martinique a démarré un travail pour faire libérer la Toumo parce qu'elle n'est pas utilisée qu'en médicinale. Elle est aussi utilisée dans des pratiques alimentaires ou cosmétiques, par exemple. Et en ce sens, ça demande de la libérer. Donc, il faudrait... il y en a quelques-unes qui sont en même temps... Alors, à usage thérapeutique, à usage alimentaire. Il y a des entreprises de l'Hexagone qui s'approvisionnent, je ne vais pas donner de nom, vous n'en faites pas, qui s'approvisionnent à Belém, et qui ont enregistré leurs produits comme complément alimentaire. Alors que dans le fond, enfin déjà dit, tout le monde sait que c'est une plante médicinale. Donc, en attendant qu'on arrive à faire agréer, parce que ça prend beaucoup de temps, il y a cette astuce qui passe pour l'instant, parce qu'il y a presque une dizaine de plantes que cette entreprise fait passer en complément alimentaire. Donc, la répression des fraudes, ça ne s'appelle plus comme ça, mais j'appelle ça comme ça, la répression des fraudes surveille de près, mais pour l'instant, ils envoient quelques petits courriers de temps en temps, mais ils n'ont pas encore interdit la commercialisation. Et ces produits-là, vous les trouvez dans les pharmacies, des produits amazoniens en complément alimentaire. Donc ça serait une voie temporaire, mais ça marche pour l'instant, parce que comme ça ne concerne pas un marché très, très important, c'est un peu la solution à court terme. Voilà. Autre question? Bonsoir. On a connu, notamment pendant le Covid, de nombreuses oppositions entre des pratiques médicinales locales, parfois reconnues à un niveau régional, et puis les pratiques formelles par la médication et la médecine classique. Ça a été un moment effectivement de révélation, de forte opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, fort de ces enseignements-là,
On trouve en tout cas chez nous et au CHU de Guyane maintenant plus de solutions, plus d'orientation vers une meilleure cohabitation justement entre des pratiques médicinales locales souvent vérifiées et les pratiques normées de la médecine. Alors c'est une question difficile. Si on reparle de l'exemple de la pandémie de Covid, alors il y avait un contexte très particulier qui faisait que déjà même au sein de la médecine technique et de la biomédecine, il y avait des oppositions. Donc je ne vais pas revenir sur Paris Match, etc. Mais disons qu'il y avait déjà, on va dire, presque 2 courants de pensée et de prise en charge. Et ces courants, ils n'étaient pas, si on reste dans le côté médecine technique, ils étaient basés sur des travaux qui avaient été faits chez des personnes malades, mais ils n'avaient pas forcément été faits de la même manière, et en tout cas pas en suivant nos règles habituelles de comment est-ce qu'on doit procéder. Donc il y avait déjà une vraie scission au sein même de la médecine, de la biomédecine. Quand on discute ensemble là, sur cette table ronde d'intégrer la médecine traditionnelle, ou en tout cas dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on dit intégrer la biomédecine, mais c'est aussi des fois intégrer la biomédecine à la médecine traditionnelle. Enfin, ça va vraiment dans toutes les directions, il n'y a pas de secteur privilégié. Et je pense que c'est un vrai travail à faire, parce que dans une situation d'urgence comme une pandémie en cours, c'est difficile de dire, OK, sur notre... parce que si on doit prendre le côté médecine traditionnelle et biomédecine, en fait, il y a des règles des 2 côtés qui vont être différentes, mais du côté biomédecine, on ne va pas pouvoir appliquer des choses sans être passé par les différentes étapes. Et si on est dans une situation d'urgence comme ce qu'a été la pandémie de Covid, on ne peut pas répondre dans l'immédiat à cette question. Par contre, ça nécessite aujourd'hui, et je pense qu'il y a un vrai travail, à la fois avec l'Institut de recherche et développement, parce qu'il y a énormément de travaux sur l'étude des plantes en recherche en Guyane, parce qu'il n'y a pas que des études sur les maladies qui touchent l'homme, il y a aussi des études sur justement tout notre écosystème et notre environnement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de travaux sur ces aspects-là, on va dire aujourd'hui. Associer ces approches-là à finalement les connaissances en tradi pratique, plus le côté qu'est-ce que ça peut avoir comme implication sur le soin en respectant nos différentes étapes, parce que avant de mettre un médicament sur le marché, puisqu'on a plein de règles, pour résumer, ça peut prendre 15 ans de mettre en place un médicament sur le marché. Et encore, quand on regarde les 15 ans, il y avait peut-être une centaine de molécules au départ candidates, mais il n'y en a qu'une qui arrive à la fin, si elle est acceptée, et qui va avoir son autorisation de mise sur le marché, et du coup qu'on peut prescrire et aller chercher à la pharmacie. Donc si on veut, via le système de médecine technique, pouvoir mettre un médicament sur le marché, donc faire reconnaître la tradition pratique dans ce système-là, puisque c'est un système contraint, ça va nous nécessiter de faire un énorme travail où, en effet, je pense qu'il est important de pouvoir travailler ensemble. À la fois sur les connaissances des plantes, et je pense que M. Apouyou a bien signalé que les plantes, elles se ressemblent, mais vraiment, c'est très très difficile. Enfin, une des plus grosses difficultés qu'a eu Marc-Alexandre Tarot quand il a fait son herbier, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait 2 feuilles, c'était les mêmes, mais il y en avait une, elle était toxique, alors que visuellement, on pourrait se tromper. Donc il y a un vrai travail à faire ensemble, essayer de voir comment le coordonner, parce que c'est vrai que côté biomédecine, on va avoir des règles à suivre qui vont être très strictes et qu'on ne pourra pas dépasser. Et en même temps, il y a ce besoin de pouvoir valoriser et intégrer. Et du coup, c'est déjà un grand pas pour pouvoir avancer sur les premières étapes et peut-être pas y passer 15 ans. Mais en biomédecine, on ne pourra pas faire de prescription si on n'est pas passé par toutes ces étapes. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, dans le soin, on va les opposer, ces différentes pratiques, parce que je pense que c'est vraiment important d'intégrer ce qui existe. Et moi, j'ai souvent des exemples de personnes hospitalisées qui me disent « j'ai envie de faire tel remède pour mon mari, est-ce que je peux, docteur ?» Alors, je demande ce que c'est, parce que je ne connais pas tous les remèdes de Guyane, même si je suis guyanaise. Et donc, du coup, je demande, et en fonction de si ça m'alerte ou pas sur une éventuelle interaction, parce qu'on a parlé des interactions qu'il peut y avoir entre les molécules thérapeutiques qu'on utilise en biomédecine et les pharmacopées traditionnelles, à ce moment-là, je dis oui, ou j'explique comment est-ce qu'on peut faire attention.
Mais ça, c'est du quotidien. Si on veut passer à l'étape d'après et protéger nos médecines traditionnelles ou nos pratiques et essayer de les faire passer de manière intégrée dans tout ce système-là, je pense qu'on ne pourra pas ne pas faire ces étapes-là. Et il faudra qu'on travaille tous ensemble sur ces projets. Merci Frédéric Abou. Question ? Je vais d'abord vous remercier parce que c'est très surprenant, mais depuis de nombreuses années en Guyane, j'avais jamais eu devant moi les trois composantes qu'on a en Guyane et qu'on a rarement ailleurs de cette façon, c'est-à-dire des populations régies par la coutume et des systèmes de savoir ou de croyances qui fondent leur rapport à la vie, à la santé, et qui le fondent vraiment. Une collectivité territoriale qui a une responsabilité économique et qui a vraiment la vocation de faire de tous ces savoirs quelque chose qui hisse la Guyane, pour parler du langage aujourd'hui de la collectivité territoriale, et puis un médecin qui est un peu comme le monde et qui parle des vérités établies par la science, avec 2 milliards d'habitants de la Terre qui contribuent à ce savoir, puisque la méthode scientifique permet qu'un essai qui est fait à Cayenne soit reproduit à Madagascar ou à Singapour, où vous voulez. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis plutôt juriste, donc c'est pas vraiment les questions de médecine mais c'est vraiment une problématique qui n'est pas visible en Guyane. Et je voulais juste poser une question qui est un peu... J'ai posé ça, je ne veux pas vous contrarier, mais... Et si la santé qui était évoquée au départ, la santé dans les termes de l'OMS, c'est-à-dire une notion de bien-être, si ça ne passait pas à un moment pour qu'on accepte que des vérités dans une communauté ne soient ni supérieures ni inférieures, mais s'appliquent dans cette communauté. En droit, on voit dans la relation... Je pose juste la question comme ça. Ça me passionne depuis de nombreuses années. Il y en a certains ici qui le savent. Mais je la poserai comme ça. Et si on arrivait à un moment à poser la question de développer la médecine, qui peut se traduire dans des cultures subalternes ou dominées, ou enfin, vous appelez ça comme vous voulez, comme du pillage. Ben oui. Si les savoirs traditionnels contribuent à, et on l'a vu, on a eu des cas concrets très spectaculaires à la période du Covid, et si à un moment, la question de la pratique traditionnelle, on trouvait une façon qu'elle s'applique dans une communauté, en droit, ça serait de considérer que l'appartenance à une règle coutumière serait liée à une adhésion, comme une association, si ce n'était pas une voie pour... avoir une meilleure santé sur ces sujets. Parce que c'est vrai qu'au moment de la crise du Covid, j'ai des amis qui sont morts, de mon point de vue, d'une façon à ne plus arriver à gérer les croyances, et où une opposition politique au pouvoir, pour eux, colonial, on va dire, c'est comme ça, c'est les mots qu'ils utilisaient, les ont conduits à faire, dans leur situation, de mon point de vue, de mauvais choix. Voilà, donc, et si on pouvait accepter qu'une médecine s'applique au sein d'une communauté et qu'on gérait les interactions, mais que les interactions, pas les oppositions. Si on acceptait que tant que c'est relativement bénin, la pratique, enfin je ne sais pas comment qu'on dit, suffit et légitime au sein d'une communauté, mais qu'on n'est pas obligé de faire qu'il peut y avoir des cas, je parlais de culture subalterne, mais c'est très connoté, mais en fait, c'est l'idée qu'il y a des cultures qui sont incluses dans des cultures qui les englobent. La culture française est un peu englobante en Guyane, elle touche toutes les communautés, et ça crée des rapports, parfois, de supériorité et d'infériorité très désagréables, j'en conviens. Mais de sortir de ça et de dire, quand on habite, à Grand-Santi, on est dans un système coutumier et il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait de la pratique traditionnelle. Mais si on a un grave problème médical et qu'on arrive à devoir recourir à une médecine plus musclée, et reconnue, de ce fait-là, elle est reconnue dans les gens régis par la coutume. Excusez-moi. S'il y avait juste une question de médiation et d'acceptation des différences. Voilà. Donc, Monsieur Apouyou, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
c'est difficile. Mais moi, je connais des médecins aujourd'hui, des chefs de service, qui travaillent en collaboration, peut-être pas de façon publique, mais qui travaillent en collaboration avec le sachant sur certains remèdes, par exemple la morsure de serpent. Ce médecin trouve extraordinaire que des serpents dangereux, venimeux, puissent mordre quelqu'un et ces personnes-là est soignée par ces personnes. Donc, il cherche à travailler avec eux pour faire des échanges de savoir. Et difficile au sachant de quoi au médecin sur ce point de vue-là, mais ça existe. Et bientôt, à l'hôpital de Cayenne, le docteur doit être au courant qu'ils sont en train de construire une espèce d'hôtel pour les femmes enceintes et les femmes qui accouchent, qui puissent continuer leur tradition, le bain traditionnel, de prendre le bain traditionnel, et durant la grossesse, d'attendre l'accouchement, non plus à l'hôpital, mais de continuer à faire ce qu'ils savaient faire chez eux pour les accompagner. Donc, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, qui est beaucoup plus difficile à mettre en place avec le temps, mais ça se fait. Certains médecins reconnaissent le bienfait de connaissance des gens. Voilà, merci Monsieur Apouyou. Autre question ici? Oui, je vais essayer de faire un concis et un peu clair. On a compris avec vous, vous avez mis en lumière que la confrontation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle crée un vrai obstacle pour la prise en charge des patients. Mais est-ce que la vraie difficulté pour le développement des soins ici en Guyane, selon vous, parce que justement vous êtes des professionnels de la santé, ne viendrait pas d'un manque chronique de moyens financiers et politiques dans les secteurs médicaux, l'ensemble des secteurs médicaux, qu'ils soient conventionnels ou traditionnels? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas nécessairement, pour préciser, d'opposition. Mais on peut se retrouver dans des situations d'opposition. Mais ce n'est pas nécessairement systématiquement des situations d'opposition. Autrement, on ne soignerait personne à l'hôpital de Cayenne. Donc, c'est des situations qui arrivent, qui nous mettent dans des impasses. Mais à la fois, nous, en tant que soignants, on se sent dans une impasse. Mais le patient aussi, en tant que soigné, il est dans une impasse. Donc, ces situations existent, mais ce n'est pas systématique. Oui, il faut qu'il y ait une alliance entre les finances, la politique et la santé. D'ailleurs, la santé, elle est régie par le ministère de la Santé, au plan médecine technique, etc. Et c'est les politiques de santé qui déterminent où est-ce qu'on met de l'argent et qu'est-ce qu'on veut soigner, etc. Je veux revenir sur... En Guyane, on a sur la dernière étude que j'avais lue, à peu près 44 langues reconnues, parlées. Donc en fait, au niveau culturel et au niveau origine, histoire, etc., si déjà il y a 44 langues, imaginez à travers ça la transculturalité, le mélange des cultures, etc., en fait, on n'a que des individus finalement. Et on a un vrai challenge vis-à-vis de ça parce que, à la fois, ça fait qu'on perd des savoirs parce qu'il faut aller identifier les sachants et que les transmissions, elles sont très difficiles d'une génération à une autre. Et à la fois, il y a des mélanges de savoirs qui se mettent en place aussi, où c'est pas une seule couleur à chaque fois. Et ça, pour l'intégrer, c'est un vrai challenge qu'on a en Guyane. Et comme a dit M. Apouyou, la difficulté, elle commence par certains médecins. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ces approches-là et au côté intégratif. Alors moi, je ne blâme pas les collègues qui ne le sont pas forcément sensibilisés parce qu'on fait un minimum 10 ans d'études, si ce n'est 15 ou plus. Et sur ces années-là, on doit ingurgiter tout ce qui est la médecine occidentale. Donc, quand, je vous donne un exemple, mais moi je suis arrivée, alors je viens de Guyane, mais j'ai dû faire mes études ailleurs, ce qui ne va pas être le cas pour ceux qui sont plus jeunes ici maintenant, mais je suis partie faire mes études en Île-de-France et j'ai appris les maladies infectieuses en Île-de-France.
J'arrive en Guyane il y a 5 ans, et là je me dis, bon, tout ce que j'ai appris sur les infections respiratoires, en fait, c'est faux. Alors c'est faux, non pas complètement, mais disons que la manière de faire, c'est pas du tout la même. Et donc oui, il y a un côté où parfois on va avoir besoin d'aller chercher de la télémédecine. Mon voisin parlait tout à l'heure d'envoyer des radiologies, de la téléexpertise pour le faire relire, utiliser l'intelligence artificielle, etc. Alors oui, pour des choses qui sont classico-classique, si je peux dire, comme un accident vasculaire cérébral, il est comme ça, un infarctus du myocarde, c'est comme ça, mais tout le reste du panel de ce qui va nous toucher, particulièrement en Guyane, ça va être plus compliqué, parce que là, pour le coup, l'histoplasmose, je pense qu'on ne va pas le retrouver dans l'intelligence artificielle. Et je vais demander, si je veux lire une radio, à Magali Zappa, qui est notre chef de service, plus qu'à un expert à Paris qui ne verra pas de patients d'histoplasmose. Donc du coup, on va avoir des challenges aussi vis-à-vis de l'innovation, qui vont être des challenges financiers, qui vont être des challenges politiques, qui vont être des challenges décisionnels, etc. Parce qu'on ne peut pas juste appliquer les innovations qui existent là comme ça à notre réalité territoriale et notre réalité pratique. On a parlé tout à l'heure de faire une médecine. En fait, je pense qu'on n'arrivera pas à faire une médecine, c'est impossible. Et d'ailleurs, quand on dit la médecine et on dit la médecine tropicale, pour moi déjà c'est complètement faux, parce que la médecine, qu'on dit la médecine, et on est des médecins, en fait on est formés de ce qu'il y a dans les livres de la médecine occidentale. Et encore, c'est encore très réducteur, parce que même si je suis en France hexagonale et que je vais d'un village à un autre, eux aussi ils vont avoir des particularités comme nous en Guyane. Donc en fait, il n'y a pas une médecine, il n'y a que des médecines. Et si, sur le plan biomédecine, et on rajoute à ça tout le panel de tradis-pratiques qu'il y a autour et qui nous fait partie de nous, hein, parce que c'est notre quotidien, de qu'est-ce qu'on croit qui nous fait du bien au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on croit qui nous fait du bien au niveau de nos activités, qu'est-ce qu'on fait en pratique tous les jours, de quoi est-ce qu'on se nourrit de manière générale. Et tout ça, réussir à l'intégrer... Est-ce qu'il faut qu'on l'intègre sous un schéma de biomédecine ? Moi, je ne sais pas, hein, ça se trouve, ce n'est pas la réponse. Hein. Est-ce qu'il faut qu'on l'intègre autrement ? Peut-être que oui, comme disait le monsieur, il faut qu'on trouve des spécificités en Guyane, etc. Et je pense que passer par déjà réussir à faire que des non-soignants puissent être dans des milieux de soignants, et l'inverse aussi, que des soignants se retrouvent dans des milieux de non-soignants, ça va peut-être commencer à créer des ponts, et puis après essayer de respecter aussi les savoirs des sachants, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de vol non plus de pratique, et qu'on se retrouve, comme on parlait tout à l'heure des plantes, que finalement elles disparaissent d'un domaine où on ne peut plus faire ci, faire ça. Enfin, il ne faut pas que les tradis praticiens non plus se sentent dépossédés de leur propre savoir. Et donc c'est très délicat. Et c'est un vrai enjeu, un vrai challenge qui, oui, va nécessiter des politiques, de l'argent, tout un tas de choses. Et puis ça va passer après par l'enseignement parce qu'on va devoir le transmettre. Et puis il faut voir comment est-ce qu'on arrive à créer ce pont de manière officielle, parce qu'aujourd'hui tout ça c'est officieux. Merci Frédéric. Une question ici ? Elle a presque déjà répondu à ma question. Ah ouais. Non, je voulais revenir sur deux aspects qu'ont développé Marc et Bruno, dans les travaux que vous avez menés, Marc, avec la CTG, vous avez parlé de cette valorisation des produits, le DVD de mon ami, son nom, Marc Mogès, d'une part. Et puis, on sait aussi que de nombreuses pratiques, de nombreux remèdes ont besoin du secret pour conserver leur intégrité. Alors, comment est-ce que l'on pourrait faire, via l'innovation, via l'intelligence, je ne veux pas dire artificielle, via nos intelligences, pour qu'on soit en capacité de permettre le développement, les diffusions de ces remèdes, de ces pratiques précieuses, puisqu'elles permettent de soigner, et en même temps pouvoir conserver leur intégrité, j'ai envie de dire à l'instar de tous les médicaments du monde, qui sont tous brevetés et donc protégés. Alors, dans le cadre du programme de développement sur les savoirs traditionnels, on a prévu de former des enquêteurs. Pour faire une bonne conservation, il faut faire une bonne enquête. Si l'enquête n'est pas bien réalisée, qu'on n'a pas posé les bonnes questions, souvent on ne peut pas revenir en arrière, parce que soit la personne n'est plus là, enfin diverses raisons. Bien. Donc là, prévu de former les enquêteurs.
et, si possible, de former les enquêteurs issus des communautés. Ce ne sera pas toujours possible, mais on va essayer. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains savoirs qui doivent rester dans la communauté. Et donc, c'est le détenteur qui va nous dire, tel savoir, il peut être diffusé, tel savoir doit rester chez nous. J'ai eu un exemple alors je crois que c'est les Saramaka. Alors, il y en a un qui est à Saint-Jean en ce moment. Il y en avait un à Tampac, mais il est décédé entre-temps, qui faisait de la réduction de fractures, des fractures ouvertes. Donc, il avait une plante qui, d'après ce qu'on m'expliquait, qui ramollissait les os, il remettait les os en place, et puis après, il mettait une deuxième plante qui durcissait les os. Voilà. Et ça, ces personnes-là sont connues. C'est un savoir, il paraît qu'ils mettent 10 ans avant d'acquérir le savoir. Voilà. Et ce savoir-là, vous avez expliqué, il ne sort pas de la communauté. Voilà. Parce que il y a une composante d'apprentissage qui est très forte, et qui lui-même l'a acquis de ses ancêtres, etc. Donc ça, c'est fermé. Donc ça, c'est le premier point de réponse. Alors, il y a un deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir, quand je vois que l'heure avance, et je vais vous donner une petite anecdote. Ma grand-mère, je l'ai toujours connue en prenant des tisanes matin, midi et soir. Je ne comprenais pas comment quelqu'un qui n'est pas malade prend des tisanes. Elle est morte à 98 ans. Et en fait, on parlait de prévention tout à l'heure. Il y a une psychologie, on parlait de santé. Je reviens à la santé, là, le sujet du départ. Voilà. Il y a toute une approche psychologique des anciens qui sont plus préoccupés de ne pas tomber malade plutôt que de guérir quand ils sont malades. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on acquiert. Et on le voit, par exemple, dans la lutte contre le cancer, on apprend de nouveaux comportements, etc., etc. Mais ça, on l'a déjà en tradition, mais ça s'est perdu. Et s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se réapproprie, c'est ça. C'est comment faire pour ne pas tomber malade. On a des outils, des plantes ou des comportements. Et là, je pense qu'il y a un gros travail à faire de sensibilisation de la population. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Quelqu'un veut poser une question ? Sinon, on va pouvoir conclure. Auparavant, vous commencez à préparer une bonne nouvelle. On va terminer avec chacun de vous va nous annoncer une bonne nouvelle. Réfléchissez à quelle bonne nouvelle vous allez nous annoncer, dans le domaine en tout cas. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible ce rendez-vous ici dans les salons de la ville de Cayenne. C'est la maison du peuple. Vous avez vu comment c'est magnifique ici d'avoir un cadre comme celui-là. Ça devrait donner des idées pour la suite des cafés des sciences, par exemple. Merci donc à Madame le maire et à son équipe municipale de nous avoir accordé la possibilité de le faire ici. Je répète également qu'Alizé fait un travail formidable. Vous n'étiez pas tous là pour préparer ces cafés des sciences. Donc on l'applaudit bien fort. Il y a également Philippe qui n'aime pas trop qu'on en parle, mais comme nous n'étions pas très nombreux, il archive et c'est diffusé par la suite. Et ça aussi, c'est important. Et puis, merci à la Canopée des Sciences qui porte ce magnifique projet de l'espace qui est la Canopée des Sciences pour la médiation scientifique de manière générale et en cette période de la fête de la science. Merci également à notre marraine qui nous accompagne. Et j'en profite pour vous dire que nous avons parlé tout à l'heure de confiance, nous avons parlé également de croyance, mais il y a aussi à combattre une méfiance naturelle de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que propose Biostratège, pour ne citer que Biostratège parce que Mariana est avec nous, nous avons des savoir-faire, des compétences avérées qui n'ont rien à envier à personne et qui peuvent justement créer les conditions pour aller rencontrer d'autres rivages, d'autres paysages et d'autres espaces dans le monde. Mais parfois, on est confronté à des freins. Je vous donne juste un petit exemple pour illustrer mon propos. Pendant la crise du Covid, par exemple, on sait qu'un travail avait déjà été fait de reconnaissance sur le Virapic, par exemple. Ça n'a pas empêché que dans certaines pharmacies, quand je suis allé chercher du Virapic, on m'ait demandé de prendre un flacon par personne, même nom, même adresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour un autre médicament, personne ne me précise ça. Donc, ça prouve bien qu'à certains moments, l'évolution et la progression, quand elles sont maîtrisées économiquement dans l'espace qui nous est propre,
mais on rencontre d'autres difficultés qu'on n'imagine pas au moment où on commence à entreprendre. Et à ce titre, eh bien, je voudrais dire bravo à toute l'équipe de biostratèges. Et on connaît les difficultés, mais ce qui peut changer, ça passe par nos mentalités également, et qu'on commence à également consommer ce que nous produisons aussi. Donc merci à la Canopée des Sciences de nous offrir cette opportunité, et vous le disiez monsieur, et je vais le souligner, de nous offrir un plateau d'aussi bonne facture. Donc je vais terminer en vous remerciant chacun, mais en vous donnant l'opportunité de nous annoncer une bonne nouvelle. Qui commence pour la bonne nouvelle? Monsieur Apoyou, annoncez-nous une bonne nouvelle pour terminer. Vous avez un micro juste à côté de vous. La bonne nouvelle, c'est quoi? Vous en avez déjà annoncé une pour l'hôpital avec les pratiques traditionnelles qui pourront s'y opérer. C'est déjà une bonne nouvelle, mais une autre. Les pratiques traditionnelles, c'est l'espèce de l'hôtel qui sera, que les femmes enceintes vont héberger et qui pourront prendre leur bain traditionnel en attendant qu'ils repartent chez eux. D'accord. Ça, c'est une chose. Et puis, bientôt, le Grand Conseil coutumier, c'est nous qui allons s'occuper de toutes les demandes, les scientifiques, pour qu'ils puissent avoir accès à un sachant pour travailler avec eux. C'est une bonne nouvelle. S'applaudit. Frénégonde Abou, une autre bonne nouvelle. Alors, je ne vais pas être très originale, mais je pense vraiment que cette table ronde est une bonne nouvelle. Parce que ça montre qu'on converge vers les mêmes objectifs et qu'on a des approches qui se mettent en place sur différents axes qui vont dans le même sens et qui vont vers le fait qu'on veut aller vers notre santé. Donc je trouve que c'est très bien et j'aurais jamais imaginé ça quand je commençais mes études de médecine. Donc je suis très heureuse d'avoir pu être sur cette table ronde aujourd'hui et je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir entendu les différents points de vue et de voir qu'il y a des choses qui se mettent en place. La bonne nouvelle pour nous, c'est que vous soyez rentrés au pays pour travailler. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ça aussi. Marc Sagne, la bonne nouvelle qui va clôturer la soirée. Alors, une toute petite bonne nouvelle. Donc, je vous ai parlé de 2 DVD. Un DVD sur les détenteurs de savoir et le DVD qu'on a fait avec Marc Mogès sur les recettes. Donc, le DVD s'est dépassé aujourd'hui. Donc, on est en train de travailler pour le rendre disponible sur Internet. Merci beaucoup. Donc, bonne fête de la science. Et puis, n'oubliez pas que la fête de la science se clôture toujours avec une grande fête. Vous connaissez le totem. Donc, c'est le lieu qui héberge la Canopée des Sciences. Et là, ce jour-là, on va fêter la science comme il se doit, dans un espace dédié, là où les choses se passent à l'occasion de la fête de la science. Donc, je vous souhaite tous une bonne fête de la science jusqu'au 13. Et merci d'être venus participer à cette conférence à ce Café des Sciences. Merci à tous. Bonsoir. Et je crois que ce n'est pas de trop. Prenez soin de vous. Merci.